Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quasi FM le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Elle est avec nous, Anne-Constance Onguena du cabinet Incidence. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Merci, Bonjour Samuel. merci d'être avec nous. Oui, parce qu'il y a Sam aussi, il faut lui dire bonjour quand même. Merci d'être avec nous. On va parler d'un sujet sérieux. Évidemment, on va parler d'environnement. Si vous êtes sur ce plateau, c'est pour parler environnement. Il y a eu ce rapport GIEC qui a été rendu public hier. La ministre des Outre-mer s'en est emparée. Elle a fait plusieurs déclarations et elle tire la sonnette d'alarme pour les Outre-mer et notamment Mayotte. En quoi, concrètement, Mayotte est concernée par le réchauffement climatique ? Alors d'abord, le GIEC est un groupe d'experts climatologues internationaux qui font depuis un certain nombre d'années des études et qui mesurent le réchauffement climatique. C'est très sérieux, ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils sont crédibles. Absolument. Ouais. Enfin, personne en tout cas n'a remis en cause leurs analyses jusqu'à présent. Donc pourquoi est-ce que Mayotte pourrait être concernée? C'est très simple, puisque 1,5 degré d'augmentation de la température veut dire 76 cm à peu près d'augmentation du niveau de la mer. Donc forcément, quand on est une île comme Mayotte, si le niveau de la mer augmente, forcément... Pourquoi le niveau de la mer augmenterait alors qu'il fait plus chaud ? Parce que la banquise fond, par exemple. Donc forcément, le niveau de l'eau augmente. Si la température se réchauffe, le niveau de l'eau ne fait pas qu'augmenter. La chaleur de l'eau également augmente, ce qui a comme conséquence pour Mayotte une baisse du nombre de poissons, enfin en tout cas pour toute la planète, mais aussi pour Mayotte, une baisse du nombre de poissons. Et puis surtout... Donc extinction des espèces ? Oui, on parle de 8% d'espèces vertébrées qui pourraient disparaître d'ici 2050. On parle de 16% de la biodiversité des plantes et on parle de 18% d'insectes qui pourraient avoir disparu si effectivement la température augmente jusqu'à 2 degrés d'ici 2030-2050. On le sait, Mayotte est entourée d'une barrière de corail. Dans ce rapport, on parle de cas désespérés des coraux. On nous dit clairement 70 à 90% des récifs coralliens risquent de disparaître avec un scénario de 1,5 degrés supplémentaires simplement. Si on arrive aux 2 degrés de réchauffement de la planète, c'est 99% des coraux qui vont disparaître. On est dans quel délai, dans quelle perspective là ? Oh bien, là, les 1,5 sont quasiment atteints et pour qu'on n'arrive pas à 2 degrés d'ici 2050, il faudrait que l'on passe à 70% au niveau planétaire de production d'énergie via des énergies renouvelables, ce qui implique 2400 milliards de dollars d'investissement. Donc autant vous dire que... Anne-Constance, c'est pareil, on nous parle de l'acidification des océans. Alors c'est presque un gros mot pour nous parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. En fait, comme la température va augmenter dans l'eau, le rapport pH de l'eau va se modifier à cause justement de cette augmentation de température. L'absorption de CO2 en fait. C'est ça, et puis le rôle de filtre que jouent les algues. Bien comme sûr. il va faire plus chaud, les algues vont disparaître progressivement. Donc elles ne joueront plus le rôle de filtre et donc forcément la composition de l'eau va progressivement évoluer en détruisant les poissons et donc une ressource alimentaire non négligeable. Mais quand on dit 0,5 degré, un demi-degré, ça nous semble rien du tout, un demi-degré. Et pourtant, on nous dit, attention, un demi-degré aggrave la situation. Mais le demi-degré, il est acquis. Enfin, je pense que c'est se mentir que de dire qu'on n'y arrivera pas. Depuis 1970, la température a à peu près augmenté d'1 degré. Depuis lors, mais il y a une espèce de fuite en avant d'émissions de gaz à effet de serre. Donc forcément, le demi-degré d'ici 2050, je vois pas comment on va arrêter de produire des gaz à effet de serre d'ici là. Si vous regardez... Ça veut dire quoi, que c'est foutu déjà ? Enfin, moi, personnellement, je pense qu'on est, dans une situation compliquée, sachant qu'en plus, le nombre d'habitants sur la planète augmente, le besoin alimentaire augmente et qu'on sait très bien qu'avec le réchauffement climatique, les rendements agricoles vont baisser. Donc, on va très rapidement avoir un problème de nutrition. On parle d'une baisse de calories disponibles sur la planète d'ici 2050 qui ferait que 20% des enfants de la planète seraient mal nourris. C'est quand même un chiffre... Incroyable. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Le rapport du GIEC est extrêmement alarmant. Je l'ai lu en long, en large et en travers. Le groupement international d'experts climatologues
Et pourtant, malgré le fait qu'il soit extrêmement alarmant, il y a d'autres experts qui disent c'est en dessous de la vérité. Est-ce qu'on en est là véritablement ou Je ne sais pas si c'est très utile après de faire une course à celui qui est plus alarmiste ou moins alarmiste que l'autre. Le fait est que le réchauffement climatique est déjà réel. Regardons Mayotte, les épisodes de sécheresse qu'on a connus ces dernières années. Vous prenez Wallis et Futuna qui est pas si loin que de nous et qui a également des coupures d'eau régulières. Vous prenez les productions agricoles des autres territoires d'outre-mer français qui sont déjà en baisse et les phénomènes cycloniques qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Donc, chez nous, les mangroves disparaissent aussi. Hein. C'est de plus en plus récurrent. Voilà, ça c'est peut-être pas le réchauffement climatique qui en est la principale cause, mais peut-être les pollutions terrestres qu'on impose à la mangrove. Mais effectivement, la situation est grave. Et ce qui est surtout embêtant, c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience réelle quand le président des États-Unis dit non, mais finalement, il n'y a pas de réchauffement climatique. Mais quand vous voyez les pays d'Asie du Sud-Est qui vont être les plus impactés dans les prochaines années par le réchauffement climatique, qui sont en train d'acheter toutes les terres arables d'Afrique, vous vous dites bien que certains sont en train de s'organiser pour faire face à ce qui va se produire dans les prochaines années. Et c'est assez inquiétant. Anne-Constance, la France, si on prend l'échelle planétaire, hein, la France représente 1/1000 de la pollution mondiale. Oui. Ça veut dire qu'il y a un expert sur un des débats télévisés qui disait, si demain, toute la France, mais tous les Français, devaient rouler, on supprime toutes les voitures, bref, on supprime tout ce qui pollue, etc. On enlève ce 1/1000, ça ne changerait strictement rien à la situation de la planète. Je suis pas d'accord avec vous, parce que la France est la 5e puissance économique mondiale, et au-delà du 1000e de pollution que la France représente, en termes de leadership et de pouvoir... On peut être un exemple pour les autres. Exactement, et des modifications fortes de comportement dans la 5e puissance économique mondiale aura une influence considérable sur les comportements des autres pays, et donc sur une réduction de la pollution. La preuve en est, aujourd'hui, dans France Mayotte Matin, vous avez écrit un papier où vous mettez en lumière le rectorat, le vice-rectorat de Mayotte, avec cette démarche environnementale. Alors c'est beau, vous faites ok, c'est très bien pour le vice-rectorat, mais qu'est-ce que ça va... On a le sentiment qu'on est... C'est une goutte d'eau, que ça va servir à rien. Non, c'est pas tout à fait exact. Le vice-rectorat, tous nos enfants passent entre leurs mains à un moment donné, et le fait d'avoir des valeurs et une philosophie qui va dans le sens de la protection de l'environnement est important, puisque ça veut dire que nos enfants, quand ils sortiront des établissements scolaires, auront une autre vision de la consommation, du rapport à la nature, d'autres manières de faire. Et forcément, c'est en formant les plus jeunes qu'on arrivera à faire changer les comportements. C'est vrai que, et je vous remercie d'ailleurs de me laisser pouvoir écrire dans France Mayotte Matin un certain nombre d'articles. Je dis pas toujours des choses sympathiques. Mais vous avez fâché avec Coca-Cola, du reste. Non, mais j'aime bien en plus le Coca. Je n'ai rien contre Coca-Cola, mais contre les bouteilles en fait qui sont utilisées, puisque on le dit, 30% des gaz, de la production des gaz à effet de serre au niveau mondial proviennent de l'énergie consommée pour produire les bouteilles en plastique, alors qu'ils sont utilisés par Coca, mais qui sont aussi utilisés par d'autres marques que l'on boit à Mayotte. Etc. Oui, cristalline aussi, de l'eau, sans aller sur forcément le Coca. Et c'est ça qui est un problème. Et il faut pouvoir changer les comportements. Ce que j'aimerais, et Agir pour l'environnement, l'émission qui est diffusée chaque mercredi sur Kwezi, milite pour ça. C'est d'arriver à faire que les consommateurs, quand ils rentrent dans le supermarché, au moment où ils vont faire un geste pour ou contre l'environnement, se disent non, j'en prends qu'une en fait, des bouteilles de Coca, finalement c'est pas si utile que ça. Ça pollue moins de fabriquer une bouteille en verre qu'une bouteille en plastique? Ah, ça c'est sûr. C'est le rapport est de 1 à 4. Une bouteille en verre de Coca qui a pratiqué la consigne de manière vertueuse pendant plus de 20 ans à Mayotte, une bouteille de Coca qui est nettoyée pour être consignée, qui est nettoyée pour être remise dans le circuit de la distribution, va consommer 4 fois moins de ressources naturelles qu'une bouteille de plastique recyclée. Ouais, c'est clair. Donc forcément, il y a pas photo, si je puis dire. En plus, la bouteille en verre, quand elle est par mégarde cassée, elle est recyclable à l'infini, à 100%. Ce qui n'est pas le cas du plastique. N'oublions pas que aujourd'hui, on ne recycle en France que 20% des bouteilles en plastique. Et le reste va où?
En tout cas, dans la nature. Oui, dans les centres d'enfouissement, etc. Ouais. À Mayotte, ça va dans la nature, ça va à Dzoumogné, et sur les millions de bouteilles qui sont embouteillées par Coca chaque année et par les autres embouteilleurs de Arrêtez de dire Mayotte. Coca, vous allez nous fâcher définitivement avec eux. Non, mais je veux pas me fâcher avec Coca parce Non, que c'est pas vous, c'est moi, j'aime alors, bien ça. Mais les embouteilleurs mahorais, en fait, qui embouteillent des sodas, de l'eau et d'autres boissons qu'on peut consommer, il y a à peine 20% qui est recyclé. Seuls 3,8 millions de bouteilles sont placées dans les trios en 2017. C'est rien par rapport à la production. On se rend pas compte, hein, mais c'est des dizaines et des dizaines de millions de bouteilles qui sont embouteillées chaque année. Samuel Ici. Ne baignons-nous pas dans l'hypocrisie la plus complète, hein. Oui, vraie question ça. Oui. Parce bien que sûr. quand je regarde l'équation économique écologique, le bio par exemple, on nous incite à consommer du bio et produire du bio emballé dans du plastique. C'est Oui. c'est complètement stupide. Oui. Et on n'a pas encore intégré la notion d'écologie totale globale. L'économie reste encore trop présente, n'est-il pas? Alors il y a quand même quelques progrès qui ont été faits, notamment sur les emballages de yaourts, où on a quand même beaucoup. Enfin, il n'y a plus aujourd'hui de films plastiques autour des yaourts, et le cartonnage s'est considérablement réduit. On le voit aussi sur les bouteilles d'eau, puisque j'ai cité Coca, je peux citer Cristalline, qui a changé et modifié son bouchon de manière à limiter aussi les déchets qui sont produits. Donc il y a des efforts, mais qui sont encore insuffisants. Quand vous voyez, moi ça c'est le truc qui m'exaspère le plus, les sacs en plastique. On dit oui, mais on va arrêter avec les sacs en plastique polluants. Ouais, on utilise maintenant des sacs en plastique non polluants, mais on en utilise toujours autant et ils polluent toujours autant la planète. Une petite question, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que, oui ou non, cette émission APE aura une deuxième saison? Eh bien, écoutez, oui, puisqu'on commence la production la semaine prochaine de la deuxième saison, avec les partenaires de la première qui renouvellent leur fidélité à la seconde saison. Premier comité de pilotage la semaine prochaine pour arrêter les choix des thèmes des émissions. Ça veut dire quoi? Que ce sont les partenaires qui choisissent le thème des émissions? Non. Alors, il y a une ligne éditoriale Ouais. que les producteurs de l'émission Ouais. ont voulu, c'est-à-dire on fait de l'écologie positive, Ouais. on ne se rend pas coupable, Ouais. ça sert à rien. Le but est de pouvoir agir pour l'environnement et Ouais. pas de se dire on est tous coupables et on va tous mourir, c'est pas le Ouais. but du jeu. Même si c'est un peu vrai. Hein. Même si c'est un peu vrai au final, Ouais. oui. Dommage. Et puis, dans la deuxième saison, on va aller plus loin sur les sujets. Ouais. Dans la première saison, on a découvert les thèmes, on les a à peine effleurés. Dans la deuxième saison, on va faire plus focus sur les sujets, donc probablement les risques cycloniques, les mangroves, le recyclage. On va aller plus loin, on va davantage décortiquer les sujets pour permettre aux auditeurs de mieux comprendre l'ensemble des problématiques. Ok, c'était la page promo hein, pour Merci beaucoup, agir hein. pour l'environnement. J'en ai bien profité. Revenons au rapport GIEC et on est concerné là directement. Ce rapport évoque le phénomène cyclonique. On nous explique clairement dans ce rapport qu'on va avoir de plus en plus de cyclones parce Oui. que l'eau se réchauffe. On sait Oui. qu'un cyclone se recharge par l'eau chaude. Ça, on l'a suffisamment expliqué sur Kwezi. Mais est-ce qu'on connaît, j'allais dire, le degré d'intensité, d'augmentation de cyclones? Non, ça, C'est difficile de le savoir. Ça, on peut pas le prédire, mais il y aura pas que pour l'outre-mer, en tout cas, Ouais. il n'y aura pas que le phénomène cyclonique. Il y aura aussi des atolls Ouais. qui vont Les opticiens. oui, qui vont disparaître. Mais enfin, eux disparaîtront pas, mais en Polynésie, certains atolls vont disparaître. Vous voyez déjà à Mayotte, Bouéni, par exemple, qui a pris des arrêtés de péril sur certaines maisons qui étaient construites en bord de plage, et l'augmentation du niveau de la mer fait qu'elles ne sont déclarées comme plus habitables. Donc ça aussi, ce sont des phénomènes qui vont s'accélérer dans tous les territoires d'outre-mer. On parlait d'agriculture, on aura des rendements moins importants, donc toute la dynamique des politiques publiques de manger local pour économiser des gaz à effet de serre et limiter des importations va être remise en question durablement par cette augmentation de la température. Donc le cri d'alarme de Madame Girardin, notre ministre, était bien légitime. L'autre phénomène, on parle effectivement, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, ces coraux qui sont amenés à disparaître, clairement. Qui dit disparition des coraux, donc de notre barrière,
qui dit disparition de la barrière, dit disparition de notre protection. Et c'est ça. Est-ce que, à cause du réchauffement climatique, Mayotte risque d'être plus vulnérable ou soumis à des tsunamis? Bien sûr, forcément. À partir du moment où on n'a plus notre barrière, on est en contact direct avec l'océan Indien, qui n'est pas l'océan le plus calme de la planète. Et donc, forcément, on est beaucoup plus vulnérable aux épisodes de cyclones, et sans aller jusqu'au cyclone, aux épisodes de grands vents dont vous pouvez parler régulièrement dans la météo. Donc, oui. Forcément. Samuel, pour conclure. Je reste dans ce que j'estime être de l'hypocrisie. Il y a beaucoup d'éco-organismes qui sont montés aujourd'hui en France pour lutter contre justement le réchauffement climatique. Sont-ils véritablement efficaces ? Alors, ils sont efficaces en métropole, puisqu'effectivement, ils permettent de recycler des matières premières et donc d'éviter de puiser dans les ressources de la terre de manière infinie. En revanche, la politique des éco-organismes à Mayotte est encore difficile à mettre en place, parce que les process qui fonctionnent en métropole ne fonctionnent pas forcément de la même manière à Mayotte. Et puis, une fois que les déchets sont collectés ici à Mayotte, il faut souvent les exporter en métropole, et donc forcément, ça coûte en émissions de gaz à effet de serre, puisque on convoie du déchet à travers le monde. Ça aussi, c'est un problème. Alors vous me diriez, oui, mais pourquoi est-ce que à Mayotte on fait pas mieux? On fait pas mieux à Mayotte parce que on est une petite île et que on a la problématique du volume utile pour mettre en place des filières rentables, ce qui nécessiterait sûrement de penser différemment la coopération régionale pour qu'on puisse mutualiser les déchets de Mayotte avec les déchets de nos voisins, afin de pouvoir les traiter localement en ayant atteint une masse critique utile à la rentabilité. Vous m'avez sapé le moral, Anne-Constance. Oui, il faut pas. Mais si, vous m'avez sapé le moral avec ce rapport GIEC. En conclusion, toute dernière conclusion, est-ce que ça vaut le coup encore de se battre? Ah bah oui. C'est déjà perdu. Non, mais je suppose que vous avez des enfants et que vous avez envie d'avoir des petits-enfants. Donc oui, il faut se battre au moins pour eux. Il est évident qu'on doit prendre en charge l'avenir de notre planète pour laisser la possibilité à nos enfants d'y vivre comme nous et nos parents, nous y avons vécu, oui. Merci, vous m'avez sapé la matinale. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.